Coucou, on s'approche alors. Ouais. Je me dis si on est plus dans la lumière, mais je me sens trop loin de gens. Ça passe? Vous avez bien dormi? Non. Non. Ah. Oh là là, on va pas arrêter. Vous savez que déjà nous on n'arrête pas entre nous. Coucou. C'est trop bien, il y a trop de monde, ça fait plaisir. Oui. On a préparé peu de choses, mais on peut vous parler. Déjà, on peut vous expliquer le concept du micro. On parle dedans, ça s'amplifie. C'est un peu technique, mais vous allez comprendre quand vous allez tester. Non, et en fait, vous pouvez lever la main à n'importe quel moment, et vraiment, voilà, on vous amène un micro, ou vraiment, vous pouvez parler fort et on répète la question, peu importe. Mais si vous n'êtes pas loin, on vous file le micro. Et voilà, comme ça, tout le monde participe quand vous voulez, parce que c'est vraiment pour échanger avec vous. Nous, on n'est pas la science infuse, donc voilà, pour discuter avec vous, d'écrire et de raconter, histoire d'être dans la thématique. On peut parler d'autres choses, mais bon, on ne sera pas dans la thématique, les gens sont pas venus pour ça. Oui. Quand vous voulez. Bon, on se met tous d'accord sur un autre thème. Brainstorm d'abord un autre thème. Cool. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler un petit peu entre nous. Comme ça, on va faire une petite introduction, comme si on avait tout préparé. Moi, j'ai une question pour toi, Raph. Non, mais je me pose vraiment la question, parce que je sais beaucoup de trucs sur toi, mais je sais pas à quel moment tu t'es intéressé la première fois à l'écriture, entre guillemets, de façon technique, tu vois. De façon technique ou genre un peu côté enfance les deux, tiens, ouais. Parce que c'est deux étapes différentes, j'ai l'impression. Oui, côté enfance, moi c'est un peu les rédactions écrites à l'école, en primaire, après au collège et tout, c'était un peu, j'étais frustré qu'il n'y en ait pas assez, qu'il n'y en ait pas plus, parce que je me disais, ah c'est le truc où il n'y a pas de truc trop à apprendre, tu t'éclates, tu lis devant la classe après. Et il y en avait une qu'il y avait à faire en primaire, où en primaire j'avais commencé à lire Bilbo le Hobbit, je suis pas un grand lecteur, mais mon frère m'a dit, lis ça, c'est très cool. Et du coup, vu que personne dans ma classe l'avait lu, c'était un peu avant-garde à l'époque, je l'avais plagié. J'avais changé en moins de pages. Et du coup, je l'avais lu devant la classe et j'étais content, quoi. Et un peu ce premier moment, première bride de raconter un truc avec des épées, des machins. Est-ce que le ou la prof avait grillé Non. Putain, on va pas dire, et toi là, t'as 7 ans, tu nous dois des comptes. Je suis sûr d'aller changer le prénom, je veux savoir le prénom. Je sais plus. Il y avait des trémas et des virgules, un peu des noms elfiques, quoi, mais Elvure, tout ça, tu vois. Je sais plus. Tu l'as plus ce truc. Non, ça doit être ça. Mais je me rappelle que c'est un premier kiff tu peux t'éclater là-dedans, quoi. Donc voilà. Et après, du coup, là, le moment où tu t'es intéressé vraiment à en fait, il y a des techniques, ça s'apprend. C'est quoi la première fois où tu as entendu parler des techniques d'écriture, de gens qui écrivent des livres là-dessus? Beaucoup avec mon frère, avec François Descraques, qui commençait à lire des bouquins, qui partageait aussi avec moi des trucs, et qui me conseillait des bouquins, etc. Puis on avait fait pour Noël, etc. Mais j'ai pas en tête le premier moment où j'aimais bien, en tant que grand consommateur de films, repérer des corrélations entre des films qui n'ont rien à voir, en disant « Ah tiens, ça c'est la même chose, ah tiens, ça c'est l'inverse, ah tiens, ce retournement de situation, il est efficace », ou des trucs comme ça, et d'essayer d'analyser le truc, et en effet, au fur et à mesure est venu, je crois, un truc vite fait qui une frustration, c'est qu'au lycée, j'ai fait une terminale S scientifique, mais j'étais pas un très bon scientifique, et en cours de physique, j'étais à la fois passionné de genre, waouh, on nous apprend des règles de comment régit le monde, et à la fois je trouvais ça des fois trop dur. Et ce que j'ai bien aimé avec l'écriture, c'est que je trouve qu'il y avait de ça, des équations, des trucs comme ça, mais où en fait c'est comme si c'était de la physique, où tu pouvais, je change cette équation, pas les couilles, enfin, genre tout ça j'enlève cette donnée, et en fait ça reste un peu l'équation, donc c'est comme s'il y avait plus de liberté dans un peu scientifique, et ça j'aimais bien. Plutôt que d'aborder l'écriture comme un truc que littéraire, en fait, de le voir d'abord aussi comme un truc un peu mathématique et des trucs qui se ressemblent, des paramètres, des patterns, et après te dire c'est des patterns, au final dedans tu peux tout chambouler, tu peux un dragon, enfin tu peux mettre des dragons, j'adore les dragons. Ouais. Et du coup donc pas d'idée précise mais un peu ça. Et du coup je te retourne aussi la question, est-ce que c'est bien organisé? Oh là là. Et à quel moment toi aussi tu as eu une passion, un début de passion pour l'écriture ou des moments d'écriture Moi je me souviens être un peu snob de ça quand j'étais plus jeune, plus ado, en me disant faut se rigoler quoi. Genre, parce que moi j'ai vraiment
grandi en faisant des vidéos avec mes copains dans le jardin et tout. Et en fait, le truc au début, c'est que c'était vraiment plus une passion. Moi, je suis rentré, j'ai découvert l'écriture par la comédie, en jouant à la comédie. À l'origine, je voulais vraiment être que comédien. J'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais jeune et tout. Et du coup, je voulais juste m'amuser en fait. Et en fait, je crois qu'il m'avait dit ça un coup aussi, mais l'écriture est devenue une nécessité pour jouer des trucs rigolos en fait. Moi, je veux juste jouer, faire rire les gens, faire rire mes parents quand je leur montre la cassette. Et du coup, pour que ce soit rigolo, au bout d'un moment, il fallait un peu y réfléchir, quoi. Donc on a commencé à écrire entre copains, mais on était un petit peu dans le délire spontané. On va faire ce qui sort et on rigolera bien, quoi. Et on s'inspirait beaucoup, et évidemment, quand tu commences, comme tu disais, tu copies beaucoup. Moi j'ai fait beaucoup de trucs qui ressemblaient à beaucoup de choses que j'avais vues. J'ai fait des trucs qui ressemblaient à du KDO, à des inconnus. Il y a même des cassettes VHS où vraiment je refais texto des sketchs des inconnus. Et je veux que ça ne sorte jamais. J'irai jamais chez Arthur, déjà, parce que je suis pas sûr de vouloir aller chez Arthur. Et surtout, faut pas que ça sorte. Je veux pas que ma soeur fasse « Oh, tenez !» Tu sais, genre « Quoi, j'ai une casserole !» Donc ouais, c'est un peu venu comme ça, mais ouais, je me souviens quand même garder, pas une espèce de snobisme du truc, mais ouais, de dire, je trouve que les gens ils se prennent trop la tête. Il y avait un côté truc d'adulte, tu vois, genre... Émile Zola, il est chiant. Ouais, il y avait un... Ouais... et puis sur le côté technique vraiment de comment écrire un scénario et tout, j'aimais bien écouter les cinéastes en parler dans les bonus DVD et tout, mais il y avait quand même un truc où je me disais, il casse le jeu, quoi. C'est un jeu, quoi. On rigole, on fait des blagues, on joue à... On dit que moi je suis comme ça, on dit que moi je suis comme ça, et toi t'es comme ça. Et du coup, les gens qui réfléchissaient trop à ça, je me disais, faut pas réfléchir, on rigole, quoi. Et bizarrement, en fait, j'avais forcément évolué un petit peu dans mon écriture avec mes copains, mais sans jamais viser plus loin que ça, c'était assez instinctif, jusqu'à assez tardivement, quasiment jusqu'à Golden Moustache en fait. Quand on s'est réunis avec d'autres auteurs qui avaient autant d'envie, parce que sinon c'était grosso modo mes potes que je traînais quoi, dans des pseudo-réunions où je leur disais non mais les gars on va réfléchir à des idées, et ils disaient ouais bon on va voir, et ils s'en foutaient un peu tu vois, et c'était mes potes donc ils venaient. Et alors que là, dans les premières réunions Golden Moustache, c'est la première fois de ma vie où je me suis retrouvé en face d'autres mecs qui voulaient être auteurs, qui voulaient être comédiens, etc. Et je me souviens, dès la première et la deuxième réunion qu'on a fait ensemble, je suis sorti en me disant oh, c'est ouf en fait, de réfléchir, mais de façon fun, on faisait des blagues en fait quoi. C'était pas on se prenait la tête, c'était ah mais en fait ce serait plus rigolo c'est dans ce sens-là, et tout le monde rigole, et on se dit ah oui c'est vrai dans ce sens-là c'est plus rigolo. Et ça m'a assez bluffé. J'avais eu un petit peu cette expérience-là au Zapping Amazing quand même avant, on avait un peu réfléchi ensemble, mais c'était encore vachement, tout le monde était un peu spontané, on avait fait un peu un truc dans nos coins, pour Zapping Amazing 1. Mais ouais, je me souviens quand même de ce moment en me disant ah en fait ça peut être rigolo aussi en fait, de réfléchir à comment on fait pour que la blague, elle est encore plus drôle que l'idée qu'on avait à l'origine, en réfléchissant un peu, mais en rigolant quand même. Voilà. D'accord. C'est la fin de la conférence. Voilà. Non mais... Ouais, enfin, sur le truc de l'écriture, pour vous dire, c'est aussi un sujet, quand Frames nous a contactés et qu'on s'est dit putain, on peut créer les conférences, les activités qu'on veut, en fait c'est un sujet dont juvénément on peut parler des heures. Des fois on prend des cafés et on est censé écrire sur un projet et on parle de la théorie avant, genre oui, et du coup si tu fais ça, il peut se passer ça, enfin c'est vraiment genre un truc d'analyse trop nerdienne, du genre et ça, ils ont fait ça, Dolan il a fait ça, etc. Et d'essayer de décrypter la magie du truc, mais tout en sachant qu'au final il n'y a pas de le secret, le scénario parfait, l'histoire parfaite, c'est en appliquant cette recette, il n'y en aura jamais, enfin, moi c'est ce que je pense, quoi, c'est qu'il faut trouver des outils, il faut trouver des trucs, mais il n'y a pas la recette parfaite, il n'y a pas l'algorithme parfait, sinon au contraire ça sera très robotique, et s'il y avait, on a déjà calculé les datas, et genre on a fait le scénario parfait, il n'y aurait pas de cœur, il n'y aurait pas d'imperfection humaine, ou des trucs comme ça. Je crois que il y a un algorithme, j'ai vu ça sur Convini. Qui a écrit un film ? Non, qui a écrit j'ai vu que le titre de l'article, mais c'est... Là, c'est ce matin, non mais ce matin, le prochain tome de Game of Thrones. Enfin, il y a quelqu'un qui a trippé à faire un algorithme pour le prochain tome, et le Convini disait, c'est surprenant, enfin un truc comme ça. La fin ou le début qu'elle est surprenante? Sûrement la fin, sûrement, le 6e chapitre. Non, mais oui, je pense, et moi en effet, c'est ça qui m'intéresse dans l'idée d'être là et de vous parler de ça, parce que nous on n'a pas une carrière du tout incroyable, mais de notre mini-expérience, moi ce que j'en ai appris le plus, et que j'aurais bien aimé qu'on me dise plus tôt, c'est justement, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, c'est rigolo, en fait, tu vois. C'est pas un truc qui est compliqué, c'est pas des gens qui se prennent la tête, c'est pas les auteurs qui écrivent sur des machines à écrire en noir et blanc, qui font « waouh, on est trop des génies ». C'est vraiment un jeu, ça peut être rigolo, et ça peut vraiment devenir intéressant
de voir la matrice en fait. Il y a vraiment une impression de voir la matrice quand tu comprends un minimum la structure de base de tous les films hollywoodiens auxquels tu n'avais jamais vraiment réfléchi. Tu savais qu'il y avait des similitudes, mais le fait d'un coup voir un petit peu à travers le film, comme ça tu fais wow, en fait c'est pas du tout des génies en fait, c'est des humains qui ont travaillé quoi, et il y en a qui ont mieux travaillé que d'autres, mais en gros, ou qui ont fait plus d'erreurs que d'autres quoi, mais c'est pas si compliqué en fait, et ça fait du bien je trouve de démystifier le truc un peu, de dire c'est facile en fait, parce que nous ce qui nous a vachement plu dans l'écriture, c'est un truc qui s'appelle Celle de 4, que toi tu m'avais conseillé, et en effet moi j'ai beaucoup aimé aussi pour ça, parce qu'il te prend pas de haut trop, là où tous les autres bouquins d'écriture te disent c'est très très dur, hein, vous n'y arriverez jamais, c'est vraiment que pour les gens intelligents. Là le mec il dit bon non on suit ma méthode et franchement ça va marcher à peu près quoi. Et du coup c'est un ton tellement différent et qui fait du bien en fait, de dire bah ouais franchement c'est... tout le monde y arrive en fait quoi, tout le monde peut faire, c'est très difficile je pense de faire un bon film et ça personne ne dit le contraire, mais faire un film, écrire une histoire, un truc, c'est pas compliqué, on suit à peu près ça va le faire quoi. Il y a des gens qui étaient hier à l'aparté que j'ai fait avec Valentin Vincent, où on a écrit un film. Vous avez écrit le film ou pas depuis? On a tourné. Vous l'avez tourné? Parce qu'hier on a fait un jeu où on a revu à peu près les bases, enfin on a expliqué rapidement le b.a.-ba de la structure, la fameuse structure en 3 actes hollywoodienne, etc. Et après on a essayé d'écrire un film avec juste les idées qui venaient comme ça, c'était rigolo. Et on va le tourner du coup. Non, on vous a volé l'idée. Mais non mais voilà, et moi j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il y a des créateurs, créatrices dans la salle? Oui, ouais. Vas-y, plein de questions là. Ah, il y a plein de questions, très bien. Trop cool. Est-ce qu'il y a des gens qui sont pas créateurs, créatrices, mais qui ont des envies de devenir, d'essayer de faire des choses? Ouais, trop bien, ça fait quasiment tout le monde. Trop bien. Est-ce qu'il y a des êtres humains dans la salle? Trop cool. Moi je trouve qu'un défaut qu'on a tous, c'est de mettre les créateurs créatrices ou les gens talentueux dans une boîte, ou genre moi je pourrais jamais, un truc de genre ça c'est pas moi, ou eux ils font ça, etc. De se séparer alors que, la créativité, on a tous été enfants. Personne n'est né à 30 ans, d'accord. Et du coup on a tous joué, on a tous l'imagination, l'imaginaire, etc. Et du coup en fait, moi j'ai vraiment envie que tout le monde reconnecte avec ce super pouvoir qu'on a tous. Oui, c'est vrai, parce que moi j'entends souvent des gens qui disent ah moi je sais pas faire, tu vois. Et genre te dire bah si, en fait, faut juste que faut le faire une fois, toi tu le fais 2 fois, toi tu le fais 3 fois, et en fait ça se travaille. Au bout d'un moment c'est comme les gens qui sont rigolos, ils ont pas tout de suite, ils sont nés, ils ont fait ah, ils ont sorti une bonne blague. Genre, c'est possible. Et genre, les mecs, ils ont fait plein de blagues de merde jusqu'à leurs 12 ans, et après, à 13 ans, ils ont fait une blague qui a fait marrer toute la table, et ils se sont dit ah tiens, je tiens peut-être un truc. Et ils ont travaillé des mécaniques inconsciemment en fait, ils ont travaillé quoi, mais forcément tu peux pas tout de suite faire. En tout cas, créer même un truc nul, tout le monde peut le faire. Oui. Ouais, voilà, sortir un truc de nulle part en soi, mais c'est comme en chimie où rien ne se perd, tout se transforme, ça sort jamais de nulle part, mais le truc de la création de genre bah c'était pas là et maintenant c'est là, ouais tout le monde, ça portait tout le monde, et moi c'est pas tant aussi genre le fait de, pour moi c'est surtout que on a envoyé le mauvais message dans la vie de quelqu'un, de dire ça c'est une porte fermée pour toi, et ça peut être des petits trucs, tu vois, ça peut être dans l'enfance, juste tu t'as un dessin et t'es vraiment l'occupé à autre chose, du coup elle fait comme ça, et toi tu fais ah, c'est pas mon délire du coup, ça peut être juste ça, tu vois, l'incompréhension. Et moi je sais qu'on m'a envoyé des messages de porte fermée sur le sport, se dépasser soi-même athlétiquement. Du coup, parce que je connais ta maman. Du coup, j'imagine trop ta maman prendre le dessin et faire waouh, mais c'est trop bien, mon chéri. C'est ça. Et regarder autre chose en fait. Elle était genre ah, il faut qu'il se casse. Mais oui, moi en fait, avec une famille, la famille que j'ai, où on est 4, 2 sœurs et 2 frères créatifs, quoi. C'est qu'on a reçu le message assez tôt que c'était possible. Ma grande sœur a commencé à comment tu dis, débroussailler tout ça en disant bah, je dessine, machin. Et du coup c'était possible. Moi en tant que tout dernier, j'ai vu que c'est délirant ça. On peut faire ce qu'on veut et tout. Vraiment je me suis dit vu que c'est possible, est-ce que c'est possible pour moi? Et j'ai eu des messages positifs parce que par exemple dans l'éducation nationale, dans le collège, la matière d'art plastique, c'était un kiff quoi. C'était genre, c'était la seule matière où je pouvais débarquer comme as, genre, fais quoi? Ok, machin. Je me disais, alors qu'il y a plein de gens qui ta gouache. Il y a plein de gens qui disaient, ah merde, tu fais machin, mais j'étais en mode genre, je sais pas, j'ai des sœurs qui font des trucs cool, j'ai juste à les copier, personne ne le saura, tu vois, des trucs comme ça. Et il n'y avait pas de danger, même s'il y avait des notes et tout. Et j'ai reçu des messages positifs d'encouragement de ça, quoi. Et pas à d'autres endroits, quoi. En effet, les mathématiques, on m'a très vite dit, c'est pas pour toi. Et c'est faux, je pourrais aller contre ce message.
Mais du coup, tout ça pour dire que dans la création, pour moi, c'est juste des petits messages qui sont balancés où du coup, tu t'auto-dis genre, non, ça doit pas être, je suis pas fait pour ça, et tout le monde est fait pour ça, quoi, à n'importe quel moment de sa vie. Ouais, peut-être la façon carrément. question, ouais. Carrément. De manière générale, moi, pour orienter sur vos questions, si vous en avez, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, du coup, si vous créez, quel type de truc vous créez, et si vous bloquez, sur quel truc vous bloquez, ou quels sont les problèmes que vous rencontrez. Ça peut-être que nous, du haut de notre mini-expérience, on a un avis là-dessus. Et même si vous avez des solutions, comme ça vous Ah ouais, donnez des solutions. grave. Ah, encore plus. Bonjour. Du coup, vous parlez pas mal d'écrire de la comédie, des trucs comme ça, parce que bah, vous vous êtes lancé là-dedans. Toi, Julien, t'as commencé par des trucs plutôt type podcast, et toi, Raphaël, plus avec les séries, les visiteurs et tout, c'est vraiment l'humour, et même après les dissociés, alors que c'est pas du tout le même format. Mais est-ce que c'est vraiment différent, les autres types, je veux dire, les autres genres de... Merci. Les autres genres de films, de fiction, genre le drame, je sais pas, parce que vous parlez beaucoup d'écrire de la comédie, mais est-ce que ça vous intéresse déjà de faire autre chose? Est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous avez des projets? Je sais pas. Ouais, en fait, pour moi, l'un va pas sans l'autre, en fait. Le drame, la comédie, s'il y en a un qui disparaît, il n'y a plus rien, en fait. Parce que tu peux pas avoir de drame si, à un moment donné, il n'y a pas eu un espoir, donc potentiellement un sourire, de la comédie, et tu peux pas avoir du tout de comédie, encore moins de comédie, s'il n'y a pas eu un moment donné où tu as eu peur, et après tu rigoles, et souvent en plus tu rigoles du drame d'ailleurs en fait. Tu pourrais faire le même, des fois, le grand blond avec une chaussure noire, tu peux le faire en version dramatique. C'est un mec qui n'a pas de bol, c'est un... Ah non pardon, ça, dans le grand blond il a du bol. Je pense à tous les autres films de Pierre Richard. Les films de Pierre Richard en général, c'est un mec qui n'a pas de bol et tout, et c'est horrible, mais on en rigole en fait, quand on rigole de ça, et on se moque de lui, parce qu'il lui arrive rien de très grave en soi quoi. Mais on pourrait faire le même film où putain c'est un mec qui n'a pas de bol quoi, et genre il se prend tout dans la tronche et on met pas la même musique, on ne tourne pas de la même manière. Faire le dîner de con aussi en drame. Ouais, c'est pas horrible. En fait, la plupart des comédies cultes, la plupart des comédies cultes, c'est des gros dramas. Le Père Noël est une ordure, c'est horrible. C'est un drame social. C'est le pire d'ailleurs, je pense. Extérieur près de chez vous, peut-être, tu vois. C'est vraiment des. Ouais, donc les deux pour moi ne coexistent vraiment, quoi. Et donc, du coup, quand t'écris de la comédie, t'écris forcément un petit peu de drame. Quand t'écris du drame, t'écris forcément un petit peu de comédie. Et ensuite, après, nous, on jauge un peu le curseur. On n'a jamais fait, je crois pas toi non plus, full drama, même si on a des petites envies. On a écrit un cours là qui est récemment, je sais pas si il va se faire, mais j'espère, qui tend un peu plus vers le drama. Je sais jamais dit, on va faire rire, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a un petit moment qui va être un peu plus léger, mais clairement qui s'apparente quand même plus à du drama. Donc ouais, en tout cas moi ça m'intéresse. Et oui, les deux coexistent, t'as besoin des deux, et c'est intéressant de voir, on en a parlé un petit peu hier dans l'aparté justement, en termes de structure, c'est intéressant de voir comment les deux s'annulent un peu justement, tu vois, c'est un peu comment dire, tu sais, si tu mets un calque, tu vois, ça fait l'équation totale, quoi, tu vois, si tu mets le calque de la structure drama sur celle de la comédie, bah, t'as la totalité du spectre, tu vois. Ouais. Et voilà, et toi? Moi justement je trouve qu'un piège, enfin moi je raisonne pas du tout comme ça, je raisonne pas en catégorie et on nous encourage à faire ça, les catégories de films, et c'est un peu pour moi le cinéma un peu français d'aujourd'hui, et que d'un côté comédie pour y aller avec la famille, d'un côté drame pour y aller pour réfléchir, etc. Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait que ces deux pôles-là, et surtout qu'il n'y ait que une sorte de distinction qu'on a besoin, et ça a des raisons et tout, mais c'est un peu les catégories vidéoclub, quoi, genre j'ai plutôt envie d'épouvante, et un peu de thriller, c'est des classifications qui sont importantes, mais pour moi justement, nous on s'est tourné vers l'humour, et l'humour était important parce que un peu parce que le web, parce que genre peu de temps pour raconter un truc, mais moi j'ai toujours vu la comédie et l'humour comme un outil, plutôt comme un genre pour m'épanouir et explorer, et me dire en fait j'ai envie de raconter une histoire, et le fait de rire ou de faire rire ou de faire des situations drôles rapproche le spectateur, implique le spectateur du coup, ou lui fait aimer mon personnage, et c'est un peu le problème sur lequel on est confronté, de trop de gens en face de nous, dans les gens un peu décisionnaires entre guillemets, surtout dans la distribution du cinéma. Ils ont besoin de ces catégories-là parce qu'ils prennent un peu les gens pour la masse pour des cons, et ils se disent non mais il faut qu'ils sachent qu'ils vont voir, etc. Alors que moi ce que j'aime au cinéma justement, c'est que j'ai jamais vu ces distinctions-là, et j'aime les bons films en fait, enfin j'aime les films qu'on me conseille, j'aime les trucs qui vont me faire vivre des trucs, peu importe le style. Je vais pas faire genre ah non par contre ça c'est un drame, alors, vraiment, mais c'est un bon film, mais c'est un drame, je vais pas le voir parce que ce genre. Et donc moi
j'ai toujours pensé en termes histoire et émotion. Et l'émotion sur laquelle on s'est plus entraîné, en effet, c'était le rire, etc. Mais envie d'essayer d'explorer aussi, de faire vivre d'autres émotions, que ce soit la peur aussi. On n'a jamais trop testé de vraiment faire peur à un public dans une salle, etc. Ou l'horreur, etc. Mais je pense que ce qui est trop bien dans un film ou dans une écriture ou dans une histoire, c'est une palette d'émotions, quoi. Enfin, mais c'est vrai que par contre, ça se justifie en fait, le fait de faire des genres comme ça et tout, parce qu'en fait, on l'applique quand même nous en tant que spectateur. Il y a des soirs, moi je fais, oh, j'ai plutôt envie de voir un truc marrant, j'ai plutôt envie j'ai pas envie de bader ce soir, tu vois. Et la seule parade à ça pour moi, c'est aimer un artiste en fait, où du coup tu fais confiance à l'artiste, peu importe dans quoi il t'emmène. Tarantino, il fait des films qui sont plus drôles que d'autres, et tu fais confiance en fait, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un peu obligatoire, ça se comprend en termes de logique commerciale, malheureusement. C'est un peu dur de faire cette parade-là. Et quand tu as la confiance de ton public, du coup tu peux, tu vois. Le meilleur exemple pour moi, c'est Alexandre Astier, avec le livre 5 de Kaamelott, où il dit on va pas se marrer. Et enfin on se marre, mais quand même carrément moins qu'avant, quoi. Et c'est génial de pouvoir en effet osciller entre les deux. Mais c'est que, aussi, on a pas mal de potes humoristes et où moi je les admire de penser comme ça. Eux, leur pensée de tous les jours, comment ils gobent la vie, c'est aussi genre comment ça ferait une bonne vanne, comment ça ferait marrer des gens quand je serais sur scène plus tard, etc. Et du coup, c'est comme ça leur sorte de filtre, leur sorte de genre d'inspection de la vie, etc. Et moi, ça n'a jamais été mon cas quand on me dit vous êtes humoriste et tout. Je me dis, je me qualifie pas comme humoriste parce que je raisonne pas en termes d'humour. Et du coup, j'aime bien avoir un peu de trucs comme ça, tiens, ça serait marrant. Je suis à la boulangerie, je me dis tiens, c'est quand même une situation drôle, mais je raisonne un peu en termes de c'est histoire cool à raconter, parcours de vie et témoignage d'une vie fictive en fait, de genre c'est pas arrivé, mais ça peut nous apprendre des trucs, ça peut m'apprendre des trucs, ça peut me faire vivre des trucs. C'est un peu pour ça qu'on va au cinéma, qu'on lit un bouquin. C'est genre, je l'ai pas vécu, mais genre tu le vis, quoi. Et du coup, je suis admiratif des gens qui raisonnent en humour, mais moi, je suis pas du tout développé que là-dedans, quoi. Mon esprit, il est pas que focalisé là-dedans, donc je suis moins bon en humour, mais en termes de concept, de machin, quoi. Après, même les humoristes de scène ou autres, souvent, ils tirent ça quand même du drame social, tu vois, de drame de la vie, quoi. Oui, qu'est-ce qui... leur blague, ma souffrance... oui, c'est ça, on se moque du fait qu'on fait... C'est quoi la vie, on comprend pas. Ouais. Et puis on rigole de ça, quoi. Peut-être on prend d'autres questions, si du coup il y a d'autres questions. Oui, bonjour. Bonjour. Juste tout à l'heure, quand vous étiez en train de discuter au niveau de votre introduction, vous dites de temps en temps que vous écriviez différents petits trucs, vous, vos collègues, etc. Et qu'après vous voyez un peu tout ce que vous aviez. Ça va pas beaucoup. Excusez-moi. Vous parliez un petit peu vous discutiez entre vous et vous regardiez tout ce que vous écriviez, vous faisiez des comparaisons, vous regardiez vraiment... moi j'ai produit ce bout-là, on compare, on voit ce qu'il en est. Je me demandais, est-ce que ça vous arrive après avoir comparé tout ça, après avoir dans votre tête une idée de ce que vous voulez faire, vous bossez tout ça au propre et vous vous rendez compte que sur le papier ou sur la scène, devant la caméra, le résultat que vous obtenez n'est pas vraiment ce que vous désirez. Et à ce moment-là, est-ce que vous êtes plutôt dans le domaine de il va falloir retourner tout ça pour vraiment conserver, réobtenir ce que vous avez, ou est-ce que tant pis, apparemment on ne peut pas faire mieux. Et dans les cas où est-ce que vous retravaillez, est-ce que vous allez quand même possiblement changer à la limite vraiment l'objet du truc, quitte à garder le fond, vraiment l'émotion, la chose que vous voulez, excusez-moi, conserver l'idée que vous en aviez, quitte à changer le thème éventuellement. Pour résumer ta question, en gros, c'est est-ce que genre dans le processus créatif et notamment audiovisuel où on écrit un truc, puis après on le tourne, puis après on le monte, est-ce qu'à mi-chemin ou dans ce chemin-là, on se rend compte que ça ressemble pas à ce qu'on avait prévu, et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? À quel point vous êtes prêt à changer du coup le résultat, si effectivement c'est pas ce que vous imaginez? Ouais, je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite ou absolue pour ce truc-là, c'est un peu du cas par cas, et de toute façon le processus créatif c'est une danse de ça, c'est une danse de je m'assois sur ça et je laisse, j'accueille la vie, j'accueille cette imperfection qui est arrivée, cette feuille qui est tombée devant la caméra machin, et ça va faire un truc, je reste un peu borné et je vais essayer d'avoir ce que j'avais prévu, mais de toute façon entre un peintre qui voit
pour moi un tableau blanc en se disant ah je vois une montagne et tout machin, on va tester ça, qui prévisualise un truc dessus, qui le fait, c'est évidemment que le résultat final ne sera pas... parce que le résultat dans le truc au début dans la tête est très flouté, très magnifié, tout est parfait, etc. Mais le fait que ça devienne réalité, c'est ça, je trouve, le plus important. C'est que pour moi, il n'y a pas de genre oui, il faut rester borné, ou non, il faut prendre et accepter ce qui se passe, etc. La création, tout, c'est le mélange des deux. Pour moi, c'est alterner entre les deux pendant la création, pour moi. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on a changé de façon de penser au fur et à mesure de faire des créations, où au début, justement, on était vachement focalisé sur cette désillusion que tu peux avoir, de genre « Ah putain, c'est pas ça qu'on imaginait, c'est pas exactement ça, la lumière n'était pas exactement comme on voulait et tout ». Et forcément, au début, tu te concentres vachement là-dessus et tu peux être déçu de ça. Et j'ai l'impression que, en fait, quand ça arrive à chaque création, parce que ça va arriver à chaque création, ce sera jamais, comme tu dis, exactement ce que tu avais dans la tête. Au bout d'un moment, c'est quelque chose qui est logique, qui arrive, et tu apprends à l'aimer et à faire avec, en fait. Et nous, ce qu'on se disait dans nos dernières discussions quand on parle de ça, c'est plutôt d'embrasser ce truc-là, d'embrasser le moment venu, de comment on va faire la scène. Je me souviens que quand tu me dirigeais sur les dissociés sur une scène, j'étais crevé et je devais t'engueuler, et je t'ai dit putain, je suis mort, il est 4h du matin et je me sens pas de faire un gros truc où je t'engueule, et tu m'as dit franchement fais avec l'énergie que t'as là, c'est pas grave quoi. Et ça m'a vachement marqué parce que du coup j'ai fait un truc voilà, où du coup je crie moins, je suis plus sur moi-même avec vraiment l'énergie que j'avais à ce moment-là. Et finalement, quand je la regarde la scène, je fais ouais, elle est cool en fait. C'est pas ce que j'imaginais moi quand je dis ouais, je vais te hurler dessus, je sais pas ce que j'imaginais, je me souviens plus. Mais c'est devenu autre chose. Mais du coup, on a pris ce qu'il y avait sur le moment. Et du coup, en fait, quand tu tournes, c'est un instant T. Et du coup, il faut prendre ce qu'il y a sur le moment. Quand tu montes, c'est une période de ta vie où t'es bien ou t'es pas bien ou quoi. Il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Et ton œuvre, elle te représente aussi quoi. Et donc, elle se modifie. Et normalement, si quand même tu avais une vision suffisamment lointaine, il restera forcément l'essentiel quoi. Tu vois, ça petit à petit, il y a des bouts qui se barrent. Mais il y a aussi des choses qui se greffent en fait, que tu n'avais pas attendu quoi. Tu fais en fait, il y a une 7-7 qu'on a improvisée, en fait, elle est super cool, elle a vachement de sens et elle fait écho à beaucoup de choses en fait, inconsciemment. Mais il faut pas avoir peur de. C'est pas une période qui est horrible en fait, tu vois, le moment où ça se réalise quoi. Il faut le voir plutôt comme quelque chose de positif. Où ça va enfin se réaliser. Et récemment, dans un interview, je sais pas pardon qui c'est, mais un scénariste qui disait que en fait, ça n'existe pas. Tu as l'impression que ça existe dans ta tête, ce que tu as créé. En fait, ça n'existe pas tant que tu l'as pas écrit, tant que tu l'as pas tourné, tant que ça n'a pas été créé. Ça n'existe vraiment pas. Donc ce truc que tu imagines, c'est faux en fait. Et c'est une illusion. Donc en fait, dis-toi que quand tu le fais, tu es vraiment en train de créer ça y est quoi. Tu crées quelque chose et tu sais pas forcément tout à fait où tu vas aller. Et c'est pas grave en fait, faut accepter ce truc-là, faut prendre ce que les comédiens qui sont en face de toi ont à te donner. En tout cas, moi c'est un peu plus comme ça que je le visualise maintenant quoi. Il y en avait une aussi en haut. Tout à l'heure. C'est pas, on ira après, non, vas-y, on ira après. Au moment où vous écrivez, parce qu'il y a une phase où on a une idée, après on met plein de points par écrit pour structurer. Et au moment où vous vous lancez dans l'écriture, est-ce que vous avez des techniques de déblocage? Parce que des fois, ça peut arriver qu'au moment d'écrire, on n'arrive plus à avoir... Même si on a les étapes, on n'arrive pas à écrire, quoi. Moi, j'ai pas de technique genre que j'ai réussi à me formuler en me disant ça c'est la bonne technique qui m'aide. Je réécoutais un podcast un marché parlé de Navo récemment où il parle du fait de quand tu as une idée, tu as une sorte d'hormones de satisfaction qui débarquent pour dire j'ai une idée et tout machin. Et c'est une sorte de petite drogue, de coup de drogue, mais qui se calme assez vite et qui peut après très vite. Et qui en gros il est encouragé à genre quand t'as ça, puis après tu travailles sur ton idée, puis après tu l'exposes aux gens, à ta famille, à tes amis, mais tu le sors dans le monde quoi, entre guillemets. Et là t'as une autre drogue encore plus forte et que tu n'auras pas tous les jours, mais encore plus forte quoi. Et il faut commencer à s'habituer à cette deuxième drogue, entre guillemets, cette deuxième décharge d'hormones pour habituer ton corps à, une fois que j'ai une idée, oui, après je vais être un peu sevré de ce premier coup d'excitation, etc. Mais je sais que derrière, je vise un truc que je veux balancer, quoi. Et j'aimais bien ce conseil un peu il y a un autre truc à viser. Parce qu'en effet, c'est difficile quand tu as une idée, tu commences à t'y mettre, etc. Et que ouais, tu peux bloquer, etc. Moi, pour m'y mettre, justement, je teste plein de trucs, justement, j'essaie de me connaître, moi, la technique que j'avais le plus, c'est d'annuler mes peurs, ou de les voir, ou de me dire, ok, pourquoi j'ai peur parce que, enfin, pour la page blanche ou le truc comme ça, c'est
c'est pas un truc où t'as pas d'idées, les idées c'est un mélange de, tu les as toujours, il y a toujours de l'aspiration possible et un mélange de, il y a de l'entraînement aussi à faire, mais il n'y a pas de genre, ah là j'ai pas d'idée du tout. Pour moi il y a beaucoup de genre, ah je suis un peu flouté par mes peurs, j'ai peur que je vais être jugé, et je m'auto-juge en live en fait. Le curseur de mon ordi m'attend et me juge, là, en train de me dire, t'as rien écrit, t'as écrit ah super lettre, c'est bon, et du coup tu t'auto-juges sur le moment même. Et j'avais vu une interview qui m'avait assez plu où un gars donnait une sorte de petit tips assez cool, je trouvais. C'est que le problème de cette fameuse page blanche, c'est que en toi, tu peux définir un peu deux personnes, quelqu'un de très créateur, peut-être un enfant créateur, très libre, très imaginatif, et quelqu'un de plus critique. On peut imaginer comme un critique avec une petite écharpe, on n'a pas aimé ça pour cette raison, très analytique. Et ces deux personnes te servent de ouf, parce que quand tu sors d'un film ou d'un bouquin, il y a le critique qui va dire « Ah, j'ai pas aimé ça pour ça, mais on a aimé ça pour ça », un truc comme ça, et les deux s'entraident. Mais si tu as les deux au même moment, quand tu as rendez-vous avec l'enfant créateur, et les deux sont là, et que le critique il fait « T'as pas écrit encore, donc t'es nul en fait, mais tu vas écrire un truc, c'est pas la meilleure phrase du monde, ça c'est un mot, pour ce mot, beaucoup de gens l'ont utilisé. Et il faut lui dire genre t'es pas méchant, enfin ça dépend comment est ton critique, sois pas méchant, et en plus surtout, mais donnons-nous rendez-vous demain, ou à la fin de cette page, ou dans 2 semaines, tu vois, mais genre t'inquiète pas, tu vas rechecker, tu vas repasser derrière moi, là j'ai besoin de le balancer tout, être libre, faire des chaises, des dragons, tu vois, de t'amuser, et après on check un peu, et lui il va te dire genre, les dragons c'est quand même beaucoup vu, faut que t'arrêtes de dire ça Raphaël, et qu'il va faire, t'as raison, il y a quand même beaucoup de dragons, bon on va changer, on va mettre des vélociraptors, ça t'es libre à toi. Et j'aimais bien ce conseil de genre se donner rendez-vous avec son soi un petit peu plus critique, un petit peu plus analytique, qui est pas nécessaire dans la salle quand tu es là pour créer, être libre, et que tu dois plus te reconnecter avec un vrai truc de liberté, de kiff, de fun. Et du coup, voilà, de se donner des rendez-vous parce que les deux s'entraînent. Il y a quelques temps, je voyais le critique comme un peu un connard. Je me disais, ok, comment je le pousse, machin, il est trop là, il me juge trop. Et en fait, c'est pas du tout un connard, il est très cool, il m'aide beaucoup, tu vois, à analyser la vie, à analyser mes trucs, à me remettre en question, etc. C'est que juste des fois, si je l'écoute un peu trop, je fais que dalle en fait. Et du coup, donc du coup, j'essaie de lui donner des rendez-vous, une place, et à la fois d'être un tout petit peu plus, de prendre ce qu'il me dit avec plus de parcimonie. Je fais parcimonie, je trouve. Et de me dire, ok, je vais faire la part des choses de ce que tu me dis, ton analyse est très bien, mais au final j'ai envie de créer, c'est quoi, on va tous mourir, donc j'y vais, de penser un peu plus, de reconnecter un peu plus avec l'instant présent. C'est le seul de petits tips qu'on m'a donné, que je trouvais que c'était cool. Ouais, il y a peut-être un autre mini truc, c'est de reconnecter un peu avec la vraie vie. Souvent quand tu bloques, c'est que tu as trop bloqué longtemps, c'est que tu étais trop dans ton angoisse justement de l'écriture, etc. et tout, et que du coup tu n'as plus de matière parce que tu utilises toujours ce que tu as vécu, une réplique, un truc que ton pote a dit, une attitude qu'une copine a pour écrire, même inconsciemment. Et du coup, et souvent c'est dans la journée même en fait, ou dans la semaine, c'est des trucs qui sont assez proches en fait. Et du coup, si dans la semaine ou même dans la journée, t'as pas fait grand chose d'autre que d'essayer d'écrire, en fait, tu vas vraiment galérer à trouver des idées puisque t'as rien comme matière en fait dans laquelle épuiser quoi. Et du coup, j'ai l'impression que, après nous, quand on écrit en groupe, forcément c'est un peu plus facile parce que la matière elle se crée juste en discutant. Donc tout seul, tu peux pas discuter avec toi-même et t'apprendre des trucs ou voilà. C'est un peu plus compliqué, il faut sortir, regarder quelque chose ou quoi, discuter avec quelqu'un. Mais en groupe, du coup, ça se fait un petit peu plus de façon immédiate, j'ai l'impression, parce que quand en général on bloquait sur Suricat ou autre Golden Moustache, il y a toujours un petit moment où en fait on va se mettre à parler de la vie, parce que du coup ça nous saoule, on bloque, on fait tiens, ça va, toi, comment ça roule comment ça roule bon, c'est exactement l'expression qu'on utilise. Et en fait on va parler de deux choses, et souvent, naturellement, on va repartir sur une idée en fait, parce que ça y est, on a de la matière en fait. C'est tu racontes une anecdote toute bête qui t'est arrivée dans le métro, tu auras une idée de dragon qui n'aura rien à voir, mais en fait, elle aura. Oui, dragon aussi, moi. Mais en fait, inconsciemment, il y aura un lien, parce qu'il y aura une similitude dans la gêne qu'il y a eu dans ce métro, qu'il y aura face à un dragon. Non. Non, mais inconsciemment, tu auras utilisé ce truc-là, ça t'aura fait un petit repos et t'auras reconnecté avec la vie pendant même 5 minutes, et ça peut suffire à te relancer, quoi. Donc moi, je pense que c'est un peu ça, et on n'y pense pas assez souvent, hein. Il y a plein de fois où on est comme des cons et on ne pense pas, et on est nul. Il y a un très beau moment dans le making-of des Dissociés de ça. On a la tête comme ça tous, et on est nul, on ne sait pas quoi faire. Et après on se voyait tous les jours, donc on n'avait plus rien à se dire. Donc tu vois, là le tricks marchait plus quoi. Et je pense aussi, 15 minutes. Aïe.
Stylé. Enfin, on va maintenant passer avec vous. Et autre truc, c'est qu'en effet, aussi quand tu bloques, c'est aussi, pour moi, c'est aussi que tu crois qu'il faut faire trop bien et tu vas faire de la merde. Et si tu t'autorises à faire de la pure daube, de la merde, tu dis, ok, l'exercice du jour, c'est que la première truc du bon truc, c'est qu'il faut que ce soit nul à chier. Il faut que tout le monde me dise que c'est nul à chier. Il faut que moi-même je dise, c'est tellement nul à chier. La personne la plus forte de nul à chier. Et du coup, en fait, si c'est ça ta mission, en fait, il y a des peurs qui s'enlèvent parce que ouais, la plus grande peur, c'est qu'on se fasse juger et que t'aies une mauvaise note à ce truc-là, alors qu'il n'y a pas de note à un truc fictif ou créatif comme ça, quoi. Donc si tu t'autorises et que si tu te dis, bah, je vais viser de faire du caca, c'est cool en fait. Enfin, du coup, tu le fais et tu fais, ah, c'est cool. C'est pas tant du caca que ça, il y a un peu d'or dedans. Caca dedans. Bonjour. Salut. Alors moi je compare à ma petite expérience personnelle, où c'est plus, moi pour l'instant de la commande, que ce soit de moi ou d'un tiers, j'ai un projet de base, je dis il faut que je fasse un truc dans cet univers ou dans ce style, je le fais, voilà. Mais là je voulais vous demander, vous, si vous avez des mécaniques, dans le sens où moi, souvent, comme j'aime bien, que ce soit dans l'action ou dans le comique, je suis très, soit les scènes très visuelles ou les dialogues un peu punchy, moi ma façon d'écrire, c'est ça. J'écris d'abord des points vraiment, bah, ça me plaît, tac, tac. Et après, je trouve le liant qui va faire le tout. Du coup, comme j'ai eu d'autres retours d'autres personnes, je voulais savoir si vous avez des mécaniques, comment vous dégrossissez à la base pour venir à la fin au produit final. Quelle question. Encore une fois, ça dépend du projet en fait. Hein, je pense. Même si on fonctionne aussi comme toi, c'est en effet. Et puis je pense que c'est comme ça qu'il faut fonctionner pour une idée. C'est genre t'as le début, la première entrevue de genre qu'est-ce que pourrait être toute cette idée, et c'est direct par le fun, c'est direct par les trucs qui vont être cool. C'est pas direct par il y aura une petite scène de lion à un moment qui sera trop cool. Direct, ça vient pas tout de suite. Ça en effet, ça vient par les grosses. T'as une idée de parler d'attraction et ça vient par les grosses attractions, pas la buvette, tu vois. Genre tu penseras après. Tu vois. Et du coup, en effet, tu te focalises sur les grandes attractions qui vont donner envie à des gens et tout, et on fonctionne aussi beaucoup comme ça. Et je pense que dans le monde créateur-créatrice, c'est ça le premier kiff, tu vois. Et après, ça redescend. Faut penser genre, bon, maintenant, il faut des structures pour les manèges et tout, ok, machin. Et j'ai pas de technique pour s'y mettre à ça, aux lions et aux trucs un peu plus, ouais, de la structure, des trucs à faire. J'ai pas forcément de technique. Nous, après, ce qu'on a pu apprendre et qui est pas facile, je trouve, à faire, c'est de dire au revoir des fois à ces scènes que tu as. À ces manèges, ouais. Non mais c'est ça, c'est que si tu penses à... Bah, je vais tenter de continuer ton analogie. Si tu penses à un manège qui est chambé et qui est dans l'univers de Dragon, et après tu te dis comment je pourrais faire rentrer ça dans un grand parc à thème, et tu te dis bah ouais, ça va être un parc à thème Seigneur des Anneaux, ça, machin et tout. Et puis en fait ton idée évolue, et puis dans le thème principal, en fait tu te mets à faire un truc sur les fantômes en fait. Et tu dis, ah en fait, tous les fantômes c'est nickel, il y a aussi cette idée-là, cette idée-là, cette idée-là, il y a plein de manèges hyper cohérents. Et du coup il reste ton truc de dragon, tu vois. Et en fait il n'a plus rien à voir avec ton délire de fantôme en fait. Mais du coup tu l'adores, c'est le truc d'origine en fait qui a fait naître l'idée principale. Et donc t'as pas envie de l'enlever. Et la difficulté c'est de réussir à se dire, en fait il y a un dragon là, déjà, de s'en souvenir, de le remarquer. Les grands dragons normalement, on peut le remarquer. Et d'avoir la force de l'enlever. Et c'est pas forcément le mettre à la poubelle parce que ça se trouve dans 4 ans, tu dis ah putain j'ai trouvé l'idée pour le parc en fait à Dragon dans lequel je vais pouvoir mettre cette attraction là, donc cette scène là, cette blague là, ce truc là qui me fait rire ou qui me fait du bien quoi. Et c'est ça le plus dur en fait, c'est de réussir à ordonner un peu ses idées et dire tant pis ça cette fois-ci. Et c'est vrai que c'est hyper frustrant parce que des fois c'est ce qui t'a donné l'autre idée, ce qui t'a donné l'idée principale, et c'est ça le plus atroce, je peux dire. Bah tant pis, tu m'as donné l'idée, merci, bonne journée. Et je l'aurais pour moi, je vais raconter à un pote cette scène et peut-être un jour on pourra la mettre ailleurs. Et des fois on ressort des vieux trucs, hein. Donc c'est jamais perdu, c'est ça qui est cool. C'est que vraiment tu peux ressortir ça. James Cameron il a eu l'idée d'Avatar à 9 ans. Donc, tu vois, il a dû être bien frustré avec son dragon pendant longtemps. C'est avec un bateau Titanic, genre. Faire le truc du bateau là. Il y a un mec en mocap qui arrive sur le plateau. Non mais James. Bon, c'est pour ça qu'il a fait couler. Pardon. C'est pour ça qu'il a fait couler. Voilà. Peut-être. Même si historiquement il est. Petite inspiration. Et je sais pas combien de temps il reste et.
Encore 2 minutes. Bonjour, j'ai une question par rapport à l'écriture des dialogues, si vous avez des techniques, parce que je galère. Genre je suis tout seul sur mon écran, je suis trop content, je fais ah c'est génial, et même en ayant en tête les acteurs, parce que c'est mes potes, donc je sais comment ils parlent, et au tournage, bah, en fait c'est de la merde, et je suis là, les mecs, c'est les garçons là qu'on fait, enfin faut arrêter. Et est-ce que vous avez des trucs pour écrire des bons dialogues? Moi je suis extrêmement nul à chier en dialogue. Je déteste mes dialogues. En fait, j'écris des dialogues qui sont cool à lire dans la tête. Si je le fais lire à quelqu'un, parce que tu joues trop bien dans ta tête, les lecteurs, il a Christian Bale, et tu vois, dans sa tête, tu vois, il est le acteur et tout. Du coup, genre, tout est juste, enfin, peut paraître juste dans la tête, et, mais dès qu'il faut le sortir avec sa bouche, aucun être humain ne parle comme ça dans mes trucs. Et du coup, j'essaye, déjà, moi, c'est au tournage, liberté totale de chacun, rechoper l'information de ce texte, et il faut que tu demandes à la personne comment elle va. Bah écoute, si tu dis bonjour, comment ça va, ou bonjour, ça va, ou si tu veux rajouter un truc. Et au contraire, si le comédien ou comédienne se le rechoppe, pour moi c'est encore mieux, il va balancer une réalité et un truc naturel. Et donc moi c'est vraiment pas mon point fort les dialogues. J'aime bien faire des dialogues un peu de romans ou de BD. C'est pareil en BD, dans les bulles, on joue tous trop bien, tu vois, enfin, ça sonne bien alors que c'est des fois des phrases un peu trop littérales, etc. Et du coup, moi, niveau dialogue, j'ai pas de conseil. Ah si, celui de t'essayer un peu à la comédie ou jouer un peu, etc. Mais moi, c'est un conseil que je devrais plus appliquer, c'est que t'es en train d'écrire et essaye de dire tous tes dialogues en fait. Si t'arrives pas à le dire, c'est que ça peut être très dur à dire pour d'autres gens. Et du coup, de pas être dans un truc trop cérébral dans ton scénario, machin, à dire c'est que interne, essaie de le faire vivre un peu dans la pièce où t'écris, genre faire la phrase, machin. Ça peut aider. Moi je l'applique pas assez ce truc-là, mais je vise de faire ça. Non, c'est assez vrai. Je pense qu'en fait on fait un peu trop une montagne des dialogues et on a un peu trop les génies en ligne de mire en se disant c'est ça qu'il faut faire. Tu vois des mecs comme Alexandre Astier qui écrivent des trucs et ils répètent à tout le monde que c'est à la virgule près, et en effet ces comédiens ils jouent tout à la virgule près et c'est incroyable, tu vois. Mais c'est un cas à part, ce genre de choses en fait pour moi. C'est vraiment, il faut pas se dire ah c'est comme ça que ça marche. 99% des dialogues sont vraiment améliorés, modifiés par les comédiens sur le tournage. Les gens se les approprient. Il faut faire confiance aux comédiens, c'est leur métier en fait. S'ils sentent pas une phrase, si ça leur va pas, s'ils ont pas envie de le dire, bah, c'est que c'est pas normal. Il faut qu'ils soient bien dans leur basket. Et je pense que c'est sur le plateau de Kaamelott, quand t'écoutes les comédiens parler, ils te disent tous, bah en fait je le sens vachement bien tout de suite parce qu'il les connaît, parce que c'est un mec qui a fait du théâtre depuis qu'il est môme en fait, donc il est comédien aussi, et donc il a développé ce sens, ce génie-là quoi. Mais il faut pas se dire c'est comme ça qu'il faut faire en fait, je pense en tout cas quoi. Moi c'est un peu un truc que j'ai débloqué en me disant ah mais en fait ça c'est un cas à part et c'est pas la norme en fait. Et la norme en effet c'est d'écrire du mieux que tu peux ce que tu penses être juste pour la scène, et ensuite après pas oublier le travail du comédien sur le plateau et lui dire alors il y a une réplique qui ne va pas, est-ce qu'il y a un truc en effet qui ne colle pas, est-ce qu'on peut trouver mieux, est-ce que tu as une autre idée, et pour moi ça s'écrit beaucoup plus sur le plateau les dialogues qu'avant, en amont. En amont tu mets les idées. Parce que le seul truc que tu peux faire en amont pour moi, en effet je suis d'accord avec le fait que genre faut pas checker la box dialoguiste, genre est-ce que mes dialogues sont... à part si t'as envie, à part si c'est vraiment genre un truc, je veux que des gens qui parlent mais ils vont bien parler, Tarantino-esque, Alexandre Astier, etc. Si t'as envie, vas-y, mais si t'as d'autres points importants dans ton truc, c'est pas obligé en effet. Mais un truc qui peut aider à écrire des monologues, moi je m'en suis aperçu, c'est que si ma scène, mes personnages sont là en termes de fonction pour expliquer des trucs, exposer des trucs, du coup ils sont pas humains en fait. Enfin, j'ai juste besoin que genre, il faut qu'elle calque l'adresse, c'est au 183 rue des Bichots, tu vois, et du coup ça fait une info à caler, c'est trop long, etc. Alors que s'il y a un truc organique qui se passe, deux gens qui se disputent, etc., si c'est la scène, c'est genre elle le pousse comme ça, et la personne a forcément une réaction en face, le personnage en face, il va faire mais qu'est-ce que tu fous, tu vois, ou un truc comme ça, il va être surpris d'un coup, et ça va venir automatiquement, et tes comédiens, comédiennes vont aussi, ça va venir automatiquement, donc essaie de trouver de l'organique dans la confrontation de ce qui se passe dans ta scène, parce que moi le plus gros problème c'est que mes scènes elles sont chiantes des fois quand les gens ils doivent caler des infos, tu vois. Et donc c'est plus comment camoufler les infos et tout. C'est pas le sujet de... C'est vrai que les séquences de dialogue culte, si vous réfléchissez bien, c'est rarement juste des gens qui discutent, c'est des gens qui discutent dans un contexte particulier, en fait, tu vois. Tonton flingueur ou quoi, j'en sais rien, la séquence, c'est parce qu'ils boivent un truc qui est immonde, et ça vient de là, en fait, le dialogue rigolo. Ça vient d'une situation, c'est pas juste une bonne réplique, en fait.
Et c'est vrai qu'on a tendance à se dire, oh, faut que je trouve la punchline qui va être trop marrante. Et en fait, non, on trouve la séquence, l'intrigue, la situation visuelle qui sera marrante. Et en fait, les répliques viendront d'elles-mêmes parce que la situation, elle est amusante en fait. On a 5 minutes, je crois. Donc on a le temps pour deux questions. Une dernière question. Bonjour. J'aimerais poser une question particulièrement à Raphaël Descraques. J'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'il porte du vernis à ongles que sur la main gauche. Et j'aimerais savoir si c'est comme ça ou si c'est pour défendre quelque chose, Pourquoi Parce que je trouve ça joli. Non, et puis la main gauche, c'est parce que je le fais avec la main droite et je suis pas encore entraîné à faire avec la main gauche. Et parce que j'aime bien alterner les deux, montrer les deux. Et les paillettes, c'est pour fixer mieux. Enfin, ça fixe mieux en tout cas. J'ai pas de réponse à je trouve ça joli. Excuse-moi, je vais poser une question sur le processus créatif d'écriture en fait en lui-même. Comment est-ce que vous gérez l'alternance écrire tout seul, un peu dans son coin, et écrire ensemble? On apprend que, enfin, vous faites les deux, mais comment vous faites ça? Sur le même projet ou dans notre... En général, peut-être. Enfin, vous, comment vous pensez le truc d'écrire? Est-ce que c'est d'abord un truc à partager, comme vous l'écriviez un peu tout à l'heure? Est-ce que pas du tout? 4 minutes. Alors ça c'est personnel totalement, mais à titre personnel, moi je découvre encore énormément, comme tout le métier en général, mais je découvre beaucoup là-dessus et je me découvre moi-même aussi. Je me rends compte en ce moment que j'aime pas trop écrire tout seul. J'ai beaucoup écrit en groupe depuis le début de ma mini-carrière, mais c'est intéressant aussi. C'est vraiment différent en fait. Donc je comprends vraiment qu'il y ait des gens qui fassent des carrières complètes à écrire tout seul, des gens qui fassent des carrières complètes à coécrire uniquement. Parce que c'est pas du tout la même dynamique, quoi. C'est vraiment pas la même manière de gérer les obstacles que tu peux rencontrer quand tu écris. C'est plus facile, je trouve, d'écrire en groupe. Je conseillerais vraiment aux gens qui ont du mal à écrire de se regrouper, parce qu'en fait c'est toujours plus motivant d'être à plusieurs. On a rarement un coup de mou tous en même temps, donc il y a toujours quelqu'un qui est là pour motiver, etc. Moi je trouve ça plus facile, l'écriture en groupe, plus ludique, plus rigolote. Alors après, tu vas faire des choses qui sont un tout petit peu moins personnelles, même si tu peux avoir la sensation, voilà, je suis très fier de ce qu'on a fait avec Suricat, il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est vrai que tu n'auras jamais le ressenti que tu peux avoir quand tu as fait quelque chose tout seul, c'est sûr, il y a vraiment une sensation qui est très différente, mais c'est un petit peu plus dur, j'ai l'impression que c'est plus compliqué, tu rigoles pas tout seul chez toi en fait, quoi. Donc tu vas pas faire ah, c'est génial, ouais super, oh, c'est vraiment une bonne idée ça, t'es forcément un peu tout seul avec tes démons, et donc moi je trouve que c'est un peu plus difficile d'écrire seul, et du coup, vu que je me rends compte que moi, en tout cas personnellement, j'aime bien rigoler quand on trouve des idées, etc., m'amuser, le contact humain en fait, quoi, bah, je me rends compte que j'ai du mal et que j'ai du coup un peu moins envie d'écrire tout seul, à part sur des cas isolés, sur ah ouais, cette histoire, elle est vraiment personnelle, j'ai vraiment envie de l'écrire tout seul, quoi. Et je choisis vraiment, quoi. Moi c'est un peu pareil dans le sens où j'ai commencé avec l'écriture collective surtout, enfin, de mon côté la jeunesse et tout, j'ai toujours fait des petits trucs, des petits courts-métrages, machin, un peu tout seul, mais arrivé au niveau professionnellement, ça a été surtout des collectifs avec French Nerd, Suricat, Golden Moustache, d'écrire en groupe, et c'est vrai que il y a tout ce que disait Julien, c'est un côté ludique, etc. Moi j'essaie de reconnecter avec le fait de pouvoir m'auto-affirmer, m'auto-adouber, de pouvoir créer tout seul, de moins avoir peur, et en fait, mes techniques un peu, parce que j'aime bien en fait, dans ma vie je veux avoir les deux, je veux pas en choisir qu'un, je veux pas être qu'un auteur solo, je veux pas être pouvoir alterner en fait, ce serait trop cool quoi. Et du coup, les mini trucs que je me dis justement parce qu'en effet tout seul face à ces démons, des fois on peut très vite faire c'est de la merde. Et s'il y avait Julien à côté, il ferait mais non, on va marcher un peu. Et alors tout seul, c'est de la merde. Oui c'est de la merde. Fallait tu m'emboules. Et du coup, moi ce que j'essaie de faire, c'est en effet un peu développer les personnes dans ma tête et en fait il y a un fragment de Julien Josselin dans ma tête, il y a un fragment, il y a une réunion entière dans ma tête. Et en fait, tout ce beau monde-là est en toi, et du coup de faire la tablée quand tu es tout seul, de dire ok, il y a on a plusieurs facettes. T'es celle en fait, tu nous aspires, et après t'es tout seul. Et non, enfin c'est que ouais, quand tu es entre guillemets livré à toi-même ou face à ta création et tout, de dispatcher les rôles un peu dans ma tête, moi ça m'aide, et qu'il y ait des gens bienveillants, qu'il y ait des gens cool, des gens qui s'en foutent, des gens qui écoutent pas la réunion, tu vois, des gens qui sont un peu trop chiants, contre le fric, qui font faudrait qu'on fasse ça, etc. Et de toute façon, chut, calme-toi, machin.
Parce que ouais, j'aime bien aussi la création solitaire dans un sens, ou enfin solitaire personnel, parce qu'en effet, comme disait Julien, dans l'écriture collective, c'est trop cool justement parce que tu es ensemble, tu crées un truc ensemble, et un des autres bénéfices entre guillemets de la création personnelle, c'est que genre, ouais, c'est sorti un peu de toi, c'est 100% imparfait comme toi, c'est s'exprimer, enfin moi je le vois comme un moyen d'expression. Dans la rue, j'arrive mal à m'exprimer, sur la même là, je m'exprime un peu, l'oreille alambiquée, etc. Alors que là, quand je peux prendre le temps de préparer une expression et de dire j'ai envie de raconter ça, hop, allez, je pose et du coup, c'est une façon de m'exprimer. Voilà. Il faut qu'on termine, je veux juste rajouter un petit truc, en fait j'ai l'impression que le parallèle peut se faire facilement avec le sport en fait, le sport collectif versus les sports solitaires. Individuel, merci. Solitaire, attention. C'est un peu la même chose. Et tout le monde a, même au collège, si vous n'êtes pas sportif, vous avez fait du sport individuel et du sport collectif. Et vous voyez ce ressenti qui n'est pas le même. L'écriture, c'est la même chose pour moi. Donc pas de solution pour l'alterner. Ça avait l'air d'être ça ta question de comment on alterne, comment on jauge les deux. Et mais moi, vraiment, mon vrai but, c'est de lundi, j'écris tout seul comme ça, machin. Mardi, je vais voir les copains, on écrit un truc ensemble. Mercredi, enfin, d'alterner tout, quoi, parce que ça génère les deux, quoi. Il faut qu'on s'en aille. On a la suite, enfin une sorte d'add-on pour ceux qui sont. C'est un truc inscrit, les gens sont inscrits. Oui, c'est ça. Pour ceux, il y en a dans la salle qui viennent après le petit reste qu'on fait, justement, plus où on veut discuter. Personne vient à la partie après, c'est que des gens différents. D'accord. Mais on vous remercie d'avoir été là, c'était trop cool. J'espère que c'était cool aussi de votre point de vue. Et puis pour vous dire un peu le reste de notre journée respective d'aujourd'hui, si jamais vous n'êtes pas au courant encore, l'appart est là. 15h, on discute de cinéma, le cinéma de demain, qu'est-ce qu'on en pense avec Les Parasites, le fossoyeur de film, Julien. Et toi, après. Juste après, aucune idée de l'horaire, c'est juste après. Nous, la discussion c'est au Club des Pattes. C'est vers 15h au Pandora, je vous explique ce que j'ai. 15h30, merci. Je vous explique au Pandora ce que j'ai foutu ces derniers temps et ce que je vais foutre prochain mois, avec un peu plus d'élégance que dans cette phrase. Et ensuite, on participe aussi à une table ronde de Julien Méniel qui s'appelle On peut rien dire, entre guillemets. Ouais. Voilà. Et mais si on vous recroise pas, merci d'avoir été là. Merci beaucoup.